Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous continuons l'exploration de la partie Machine Learning et toujours nous travaillons avec Scikit-learn. Aujourd'hui, je vous propose en fait d'expliquer à l'ordinateur ce qu'est un champignon. Alors, il ne va pas comprendre exactement ce qu'est un champignon, ni comprendre le goût que ça a, mais on va essayer de lui faire comprendre en fait la différence entre un champignon comestible et un champignon non comestible ou dangereux en fait lorsqu'on l'ingère. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? Eh bien, comme toujours, nous allons devoir en fait nous appuyer sur des données et nous allons devoir expliquer à l'ordinateur ce qu'est un champignon, quelle est sa forme, quelle est sa couleur, quelle est son odeur, et nous allons en fait mettre en rapport tous les paramètres du champignon à la fin avec la catégorie, à savoir est-ce que le champignon est comestible ou non comestible. Alors cet exemple de machine learning est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est très concret. On va vraiment s'appuyer sur quelque chose de très concret et qui peut nous aider. C'est quand même une bonne idée de savoir en fait si un champignon est comestible ou pas. Et l'idée en fait est de construire un modèle qui va nous permettre, lorsque l'on trouve un nouveau champignon dans la nature, de renseigner toutes ses caractéristiques, forme, couleur, odeur et ainsi de suite, et que le modèle nous dise à coup sûr si on peut le manger ou non. Alors l'idée aussi, c'est que comme ce projet est très concret, nous allons voir aussi qu'il va concentrer une multitude de données, et ces données ne sont pas forcément sous la forme attendue par des algorithmes de machine learning. C'est un frein auquel nous allons nous heurter, c'est que les algorithmes de machine learning fonctionnent la plupart du temps avec en fait des valeurs numériques, des valeurs entières ou des valeurs décimales. Problème, c'est que quand on décrit un champignon, en fait on n'est pas sur des valeurs numériques. Une couleur n'est pas une valeur numérique, une forme n'est pas une valeur numérique, une disposition de lamelles ou ce genre de choses n'est pas numérique non plus. Donc on va devoir faire quelques conversions et on va essayer de faire en sorte que ces conversions ne fassent pas rentrer en fait en ligne de compte de nouveaux biais. Et donc on va essayer de comprendre un peu comment je peux transformer un modèle qui a été construit par un être humain, avec des couleurs bleues, alors bleu pour les champignons peut-être pas, mais rouge, blanc ou ce genre de choses, et comment je peux le transformer en quelque chose de compréhensible à la machine. Encore une fois, eh bien, la machine va nous aider puisqu'il y a énormément de bibliothèques à disposition pour que nous puissions créer notre modèle, mais encore une fois, c'est nous qui allons devoir nous adapter à la machine et on va devoir lui expliquer avec ses mots à elle, en fait, ce que nous attendons. Et donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir toutes les étapes pour monter notre modèle qui va nous permettre de déterminer si un champignon est comestible ou non. Alors, nous allons donc nous occuper de notre classification de champignons. Alors, vous pouvez récupérer les fichiers sur lesquels je travaille directement dans le répertoire GitHub qui est donné en description. Vous allez récupérer un fichier de classification vide, ce qui vous permet en fait de suivre la vidéo en même temps avec le fichier vide. Et il y a aussi le fichier de classification complet avec tous les codes sources qui fonctionnent si jamais vous voulez en fait une solution qui marche, qui fonctionne à 100%. On va aussi retrouver un fichier qui s'appelle mushrooms.csv qui va contenir en fait les informations de nos différents champignons. Alors, fichier CSV, toujours assez classique, vous avez toujours une en-tête qui va vous dire à quoi correspondent les données. On verra tout à l'heure comment j'ai récupéré ce fichier. Vous avez donc tout simplement la première colonne, c'est la classe. En fait, ça va être la cible que l'on va essayer d'atteindre. Et vous voyez que la première colonne ne contient que des lettres P et E. Comme le fichier est en anglais, eh bien P c'est la lettre pour poisonous, c'est-à-dire que c'est des champignons non comestibles, et le E c'est eatable. Donc tout simplement on a deux possibilités, je vais les noter quelque part, comme ça on les gardera sous les yeux. Donc du côté des cibles, on a donc les poisonous, je pense que c'est écrit comme ça, et les eatable, pour dire en fait, est-ce qu'il est mangeable ou est-ce qu'il est non comestible. Ok, donc ça c'est la cible, et donc c'est ma colonne qui s'appelle classe. Et toutes les autres colonnes en fait vont me donner des informations sur mes champignons. Alors certains vont me donner par exemple des informations sur la forme en fait du chapeau, d'autres vont me donner par exemple sur la couleur du chapeau, certains vont me donner des informations sur les lamelles, certains vont me donner des informations sur la tige, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en fait, j'ai une codification en dessous, qui à chaque fois exprime une certaine forme de chapeau. Tout ça, en fait, on va le retrouver, à quoi correspondent ces lettres, dans le descriptif
du fichier mushrooms, comme je l'ai récupéré sous Kaggle. On verra ensuite comment tout ça fonctionne. Bon, tiens, on va le voir directement, ce sera beaucoup plus simple. Donc je l'ai récupéré sur Kaggle, le lien est dans le fichier Jupyter que je vous ai mis dans le répertoire GitHub. Et donc en fait c'est une classification Mushroom Classification, voilà. Ça vous donne donc plein d'informations sur les champignons, et ça vous dit en fait à la fin si toutes ces caractéristiques amènent à un champignon que vous pouvez manger ou un champignon que vous ne pouvez pas manger. Et donc là il vous dit tout simplement, il vous explique comment est composé le fichier. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu. Ouais. Voilà, donc vous avez tout le détail. Le shape, voilà, c'est la forme du chapeau. Alors B, c'est en forme de cloche. En C, ça veut dire conique. X, ça veut dire convexe. F, ça veut dire plat. Et ainsi de suite. Et donc vous avez toutes les possibilités que vous pouvez avoir pour le chapeau, la couleur du chapeau, l'odeur, les lamelles, et ainsi de suite. Ok. Et donc on va essayer dans cet exemple-là, de voir s'il y a des caractéristiques qui amènent en fait toujours au même résultat. Si par exemple, je veux dire, voilà, si je prends un champignon qui a un chapeau rouge et qui a des lamelles fines ou ce genre de choses, est-ce que c'est systématiquement un champignon que je ne peux pas manger? Ou au contraire, est-ce que c'est toujours un champignon que je peux manger? Voilà en fait à quoi va servir notre modèle mathématique ou notre modèle de machine learning ici, va nous aider en fait. Ce qu'on aimerait, c'est monter un modèle, et lorsque l'on se retrouve face à un nouveau champignon dont on connaît les caractéristiques, et bien que notre modèle nous dise immédiatement s'il peut être mangé ou non. Ok. Donc ce fichier CSV, je l'ai récupéré, et on va essayer de jouer un petit peu avec, de voir ce que l'on peut sortir comme information. Alors première chose dont je vais avoir besoin, c'est naturellement de récupérer toutes les bibliothèques qu'il me faut. Alors là, je travaille déjà avec Jupyter Notebook. Donc si jamais vous avez besoin d'importer Jupyter, alors il n'y a aucun problème, hein. Vous prenez simplement une fenêtre de terminal, et normalement vous avez l'utilitaire PIP, qui est le Python Installer Package, ou le Package Installer Python, pardon, et qui vous permet par exemple d'installer Jupyter. Vous cliquez sur Entrée, et Jupyter va s'installer directement sur votre système. Toutes les bibliothèques que nous allons voir peuvent s'installer avec le même procédé. Donc de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin de plusieurs bibliothèques. Je vais avoir besoin de Panda. Panda, c'est la bibliothèque qui va nous permettre de manipuler très facilement les datasets. Donc ça va nous permettre de directement charger notre fichier CSV dans un dataset et de pouvoir en tirer les colonnes, les lignes, sur certaines propriétés. Donc essentiel d'avoir Panda. La deuxième chose, c'est que je suis obligé d'avoir NumPy. Alors NumPy en fait est derrière Panda, hein. NumPy est tout simplement une bibliothèque mathématique qui permet justement de manipuler des matrices, donc des tableaux à 2 dimensions. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va falloir que je puisse représenter graphiquement les différents éléments. Alors je vais utiliser matplotlib, et je vais utiliser sa partie pyplot. C'est celle dont je vais avoir besoin, je vais l'appeler PLT. Ça va me permettre en fait de faire des représentations graphiques. Et pour vous montrer un peu une alternative à matplotlib, je vais aussi utiliser une autre bibliothèque qui s'appelle Seaborn, qui propose aussi des graphiques. Alors c'est des graphiques un petit peu complémentaires, des formes différentes. Alors les deux savent faire les graphiques de base, hein, mais on va voir en fait que chaque bibliothèque peut amener son lot de graphiques un peu différents. Alors on va pouvoir visualiser les mêmes données, mais sous des formes un petit peu différentes. Ça peut être intéressant de voir quelques variations. Je sauvegarde et je vais directement lancer. Alors on me demande avec quel Python je vais installer, puisque j'ai plusieurs Pythons installés sur cette machine. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous voyez que l'import a été fait. Si jamais vous avez une erreur ici, c'est tout simplement qu'une des bibliothèques n'a pas été installée, et donc vous faites un PIP install de cette bibliothèque, et ça devrait normalement résoudre votre problème. Ensuite, on va s'intéresser aux données. Alors, je suis allé sur le site Kaggle, donc ici vous avez le lien vers le document, vers le fichier CSV que j'ai récupéré. Je vous l'ai aussi mis directement sur GitHub, hein, comme ça vous l'avez directement si jamais vous faites un git clone. Et on va déjà essayer de récupérer le contenu de ce fichier et voir en fait si la récupération s'est bien passée. Alors ça je vais le faire en fait, je vais tout mettre dans un dataset Panda. Je vais donc créer une variable qui s'appelle data qui va contenir toutes mes données. Et je vais utiliser en fait une fonction de Panda, hein, j'ai abrégé Panda en PD, c'est habituellement ce qui est fait. Et donc là-dedans je vais récupérer un
une fonction read. Alors, vous voyez que j'ai plusieurs fonctions read, hein. Je peux lire du JSON, du HTML et ainsi de suite. Moi, mon mushroom, il est au format CSV, donc comma separated value, donc je vais prendre la read CSV, voilà. Et qu'est-ce que je vais avoir à lire? Eh bien, je vais lire le fichier qui s'appelle mushrooms.csv. Alors, je peux l'utiliser tel quel, hein, puisque ici, je ne suis pas obligé de spécifier un chemin, tout simplement parce que mushroom.csv est dans le même répertoire que mon fichier Jupyter Notebook. Si ce n'est pas le cas, naturellement, il faut passer par un chemin soit relatif, soit absolu. Ok, donc je charge et je vais en profiter pour regarder si mes datas ont bien été chargées. Ok, donc là, je vois que j'ai tout le fichier. Si jamais je veux juste un aperçu des premières lignes, hein, je vous rappelle que je peux juste regarder l'entête et les 5 premières lignes en faisant data.head. Vous voyez que toutes les entêtes ont été bien chargées, hein. J'ai bien les cape shape, cape surface, cape color. J'ai bien pour chaque colonne, j'ai bien l'attribut qui correspond. Et dans la première colonne, j'ai bien la classe du champignon. Est-ce qu'il est non comestible ou est-ce qu'il est comestible? Ok. Donc, première chose, j'ai chargé les données, elles sont donc maintenant, à partir de maintenant, dans une variable data que je vais pouvoir exploiter. Ok. Alors cette fois-ci, l'intérêt de ce modèle, c'est justement que les données en entrée ne sont pas exactement sous la bonne forme comme on pourrait les attendre. Tout simplement parce que l'ordinateur et les langages de programmation sont souvent à l'aise en fait quand il s'agit de manipuler des nombres. Et là, on s'aperçoit en fait que notre tableau n'est pas du tout à base de nombres. Donc on va voir qu'on aura de nombreuses conversions à faire. Et ce que je vous propose, c'est vraiment d'essayer de voir étape par étape, d'essayer de comprendre quelles sont les données que l'on manipule, et d'essayer de voir un petit peu, d'avoir des réflexes pour essayer de trouver en fait des choses, des données qui vont ensemble et qui vont nous permettre d'aboutir à retrouver notre donnée cible. Alors la première question que l'on peut se poser quand on a un jeu de données, c'est est-ce que finalement les données sont équilibrées? Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, on va utiliser un algorithme de classification qui va mettre en fait chaque champignon dans une catégorie. Soit on peut le manger, soit on ne peut pas le manger. L'idéal serait que le fichier de données soit équilibré, c'est-à-dire que j'ai autant de champignons listés qui sont mangeables que de champignons qui ne sont pas mangeables. Pourquoi? Parce que ça permettrait de déterminer rapidement quelles sont les caractéristiques d'un champignon que je peux manger et les caractéristiques d'un champignon que je ne peux pas manger. Si jamais j'ai un fichier qui ne contient que des champignons que je peux manger, eh bien je n'aurai aucune information sur des champignons qui sont dangereux pour moi. Donc la première chose, on va déjà essayer de voir si sur le nombre de données que l'on a, est-ce que j'ai autant de champignons comestibles que de champignons non comestibles? Alors pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'intéresser en fait à la colonne classe qui contient les champignons en P et en E. Et je vais déjà commencer par récupérer cette colonne-là. Alors comment je la récupère? Je récupère ma variable data contient toutes les informations. Et dans cette variable data, je ne vais récupérer que la colonne classe, la première colonne. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, si je regarde, dans X, je n'ai que la première colonne, donc comme première colonne qui ne contient que des P et des E. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais mettre sous forme de graphique cette colonne-là, et ça va me permettre de compter le nombre de P, le nombre de E. Je vais vite voir de façon graphique si les deux sont équivalents. Alors je vais simplement créer une variable, puisque j'en ai besoin. Je vais utiliser 6 bornes ici, et je vais utiliser un graphique qui me permet de compter le nombre d'occurrences de P, le nombre d'occurrences de E, qui est le graphique countPlot. Et je vais lui dire qu'en X, il doit prendre mes données X, donc c'est la colonne classe, ici, et il doit se baser sur les données, sur ma variable data. Voilà. Je lance, et en fait, je m'aperçois effectivement que j'ai un peu plus de 4000 champignons comestibles, j'ai un peu moins de 4000 champignons non comestibles, j'ai un petit peu moins de P que de E, mais globalement, en fait, on peut quand même se dire que le fichier est plutôt bien équilibré, et que, comme l'équilibre, en fait, dans les différentes classes, c'est un critère qui va nous permettre de construire un bon modèle, eh bien, j'ai des données qui vont effectivement me permettre d'aboutir à quelque chose de plutôt fiable. Ok. Donc, première vérification, elle est faite, le fichier a l'air d'être correctement équilibré.
Ok, ça marche. Maintenant, quand je débute dans les champignons, et surtout que moi, c'est pas mon métier les champignons, hein, la biologie c'est pas vraiment mon métier, en fait je sais pas trop comment prendre le problème. J'ai pas forcément d'hypothèse. J'ai aucune idée en fait si c'est la forme du chapeau qui va influencer, si c'est le nombre de lamelles, si c'est la forme de la tige, j'en sais rien. Alors ce que je peux faire, déjà, je pourrais me dire, je vais prendre chacun des critères et je vais le confronter à la cible. C'est-à-dire, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler par exemple la colonne CapShape qui me donne la forme du champignon. J'ai donc différentes formes, hein, des X, des B et ainsi de suite. Et je vais essayer de voir s'il y a une corrélation entre la forme du chapeau et la classe. En gros, est-ce que tous les champignons plats sont mangeables? Est-ce que tous les champignons avec, je sais pas, qui sont en forme de cloche, par exemple, sont non comestibles? Je vais essayer de confronter en fait chaque colonne à sa cible. Et je vais essayer de voir en fait s'il y a un critère qui pourrait être déterminant dans l'évaluation pour savoir si mon champignon, dans quelle classe il doit aller. Peut-être en fait que j'ai plein de critères et je vais me rendre compte en fait qu'il y a un critère qui va en fait être déterminant et je ne suis pas obligé de tenir compte des autres. Je ne suis pas toujours obligé de tenir compte de tous les critères s'il y a un critère qui me permet de différencier les champignons. Alors pour ça, je vais écrire une petite fonction qui va me permettre de mettre sous forme graphique toutes les colonnes en fonction de toutes les cibles. Alors cette petite fonction, je vais l'appeler plotData. Elle va prendre en paramètre deux choses. Elle va prendre en paramètre la cible. Donc la cible, c'est ma colonne classe, qui contient les P et les E qui me permettent de savoir si mon champignon est mangeable ou pas. Et je vais avoir toutes les colonnes de données. Donc données, ça va être tout simplement la forme du chapeau, la couleur, l'odeur, le nombre de lamelles, et ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais boucler, donc je vais récupérer le rang et la colonne. In enumerate, je vais donc récupérer en fait chacune des colonnes. Donc je vais, dans mes données, je vais récupérer chacune des colonnes. Donc en gros, le premier tour de la boucle, je vais m'intéresser au cap shape, deuxième tour de boucle, cap surface, troisième colonne, cap color, et ainsi de suite, et je vais parcourir chacune des colonnes. Ok. Je vais parcourir chacun des colonnes, alors il y en a plusieurs, donc c'est columns. Ok. Et pour chacune des colonnes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une figure. Alors pour qu'elle n'ait pas le même numéro, justement, je vais utiliser le i qui, lui, en fait, va juste s'incrémenter, hein, et donc j'aurai des i différents pour chacune des figures. Je vais donc créer une nouvelle figure. Et ce que je vais faire, je vais utiliser de nouveau Seaborn, que j'ai abrégé en SNS. Je vais utiliser le countPlot que j'avais déjà utilisé tout à l'heure pour voir le nombre de champignons mangeables et le nombre de champignons non comestibles. Et pour de nouveau pouvoir compter justement ces différents éléments. Alors en X, je vais avoir quoi? Je vais avoir les données de la colonne que je suis en train de parcourir, donc la forme du chapeau dans un premier temps, couleur du chapeau dans un deuxième temps, et ainsi de suite. J'ai besoin de la cible. Alors la cible, je la donne en paramètres, ça va être est-ce qu'il est comestible ou non. Et je vais avoir besoin des données, et les données, eh bien, c'est l'ensemble des données que je vais récupérer aussi en paramètres. Donc là, j'ai la cible et les données. Et là, je vais récupérer, en fait, à chaque fois dans X, je vais récupérer à chaque fois une seule colonne pour pouvoir afficher mon graphe. Alors ça, c'est une fonction, voilà, je vais la définir. Elle est en place. Et donc maintenant, je vais pouvoir m'appuyer dessus et je vais pouvoir, en fait, transférer les données à cette fonction qui va me générer tous les graphiques. Alors, cette fonction, en fait, on voit qu'elle a deux paramètres, elle a la cible et la donnée. Ça veut dire qu'il faut que je sépare la colonne classe, qui est ma cible, de toutes les autres données. La colonne classe, c'est la catégorie à laquelle je veux arriver, et les autres, ce sont simplement les différentes propriétés de mon champignon qui vont me permettre normalement d'arriver à le mettre dans la bonne catégorie. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais séparer ma cible. Alors ma cible, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais récupérer les données, et dans les données, je vais récupérer simplement la colonne classe.
Il connaît pas données? Ah, attendez, comment je l'ai appelé la variable? Ah oui, pardon, je l'ai appelé data. Je l'ai appelé data. Voilà. Donc, dans les cibles, j'ai récupéré la data. Et dans les données, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais prendre données. Ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que je reprenne mes data, donc qui contiennent toutes les données. Et cette fois-ci, au lieu d'isoler la colonne classe, je vais prendre toutes les données, sauf la colonne classe. Et donc, en fait, là, je vais utiliser la fonction drop pour dire, en fait, de mes données, tu enlèves la colonne qui s'appelle classe. Et tu l'enlèves sur l'axis 1. Alors, pareil, hein, Panda, c'est quelque chose qui va me permettre de faire énormément de choses. Et là, quand je lui dis axis 1, ça veut tout simplement dire l'axis 1, c'est l'axe des colonnes. Donc moi, ce que je vais enlever, c'est toute la colonne classe. Si j'ai l'axe, alors je ne sais plus si c'est 2 ou 0, je vais enlever des lignes. Hein. Avec la même fonction drop, je peux enlever des lignes et je peux enlever des colonnes. Donc ça, c'est un petit peu différent si jamais vous venez du monde un peu SQL. SQL, c'est pas la même commande pour supprimer des colonnes d'une ligne et des lignes... des colonnes d'une table et des lignes d'une table. Hein. Ici, avec Panda, c'est vraiment la même commande et je spécifie dans quel axe, en fait, je supprime la donnée. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à appeler ma fonction plot data que j'ai définie au-dessus. Je dois lui donner la cible et je dois lui donner les données. Voilà. Et je vais lancer la génération des graphes. Et donc, vous allez voir que je vais avoir un graphe pour chaque colonne. Vous voyez, les premiers graphiques, cap shape, cap surface, cap color. Eh bien, si je remonte là-haut, c'est exactement les premières colonnes, cap shape, cap surface, cap color. Ok. Alors maintenant, l'idée, c'est d'essayer de parcourir ces graphiques et de voir s'il y a vraiment un critère déterminant. Un critère déterminant, comment ça se représenterait graphiquement? Eh bien, ça serait tout simplement que la valeur d'un des critères, je serais sûr, par exemple, que je n'ai que des champignons qui se mangent ou des champignons qui ne se mangent pas. Là, vous voyez que cap shape, eh bien, pour la valeur x, j'ai pratiquement autant de champignons comestibles que de champignons non comestibles. Donc ça veut dire que le shape x, alors je crois me souvenir que ça s'apparentait à la forme de cloche. La forme de cloche n'est absolument pas déterminante, parce que si je rencontre un champignon qui a une forme de cloche, il peut autant être comestible que non comestible. Ok. Alors j'ai le type S. Alors le type S, si jamais on regarde un petit peu, qu'est-ce que c'est le type S? C'est sunken. Je sais pas trop. Sunken, le type sunken, eh bien en fait, si vous en avez un comme ça, eh bien vous êtes sûr à 100% qu'il est mangeable. Par contre, ça représente une très petite partie de la population. Donc on s'aperçoit que le cape shape, ben, c'est pas forcément un critère qui va être déterminant. Pareil, hein, la surface non plus. La surface, on a à chaque fois du mangeable et du pas mangeable dans chacun des critères. Ok. La couleur non plus. Couleur n'est pas quelque chose de déterminant. Là non plus. Alors l'odeur, c'est assez intéressant puisque l'odeur a l'air d'être assez déterminant quand même. Si vous avez l'odeur P, on est presque sûr que c'est non comestible. Si vous avez des A et des L, on est sûr que c'est comestible. Et si vous avez des C, des Y, des S et des M, là on est sûr qu'on n'est pas sur du comestible. Il y a le N en fait, on a beaucoup de chances d'être sur du comestible, mais il y a une petite proportion quand même qui peut être non comestible. On a l'impression que l'odeur du champignon, alors je ne sais pas comment on peut qualifier les odeurs, hein, on peut regarder dans le fichier peut-être. Ok, alors les odeurs d'anis, créosote, des odeurs de poisson, ok, aucune odeur, épicé, ok, donc bon, faut être assez spécialiste, hein, je suis pas sûr que j'arriverai à reconnaître ces odeurs-là pour les champignons, mais d'accord. On a l'impression que l'odeur a l'air d'être un critère déterminant pour savoir si mon champignon est vénéneux ou pas. Ok. Là aussi, hein, on a, ça c'est quoi? Gill color, donc c'est la couleur des lamelles. La couleur des lamelles a l'air effectivement que quand vous avez la lamelle B, on est pratiquement sûr que c'est un champignon qu'il ne faudrait pas manger. Voilà, pareil, alors la forme de la tige n'a pas l'air d'être très déterminante. Ce que je voudrais juste vous montrer, c'est que ces graphiques, si jamais vous êtes sur un sujet que vous ne connaissez absolument pas, eh bien ça peut vous permettre de former vos premières hypothèses,
Donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a l'impression que la couleur, l'odeur dans le modèle qui nous est proposé a l'air d'être un critère déterminant. Ok, ça marche. Alors je vous propose maintenant de commencer à mettre en place notre modèle. Alors on a vérifié, on a séparé les cibles des données, on a essayé de construire nos premières hypothèses, on a essayé de voir si le modèle était équilibré. Ce qui peut être intéressant aussi maintenant, c'est de vérifier s'il y a des données manquantes. Est-ce que notre modèle est complet ou est-ce qu'il y a des trous au niveau des données? Ça, c'est toujours aussi un problème quand vous êtes travaillé avec du data. Comment vous réagissez lorsque des données vous manquent? Est-ce que vous ne tenez pas compte de ces lignes? Mais si vous ne tenez pas compte de ces lignes, ça veut dire qu'il y a des individus qui existent dont vous ne tenez pas compte. Ou alors, est-ce que vous essayez de recréer la donnée? Mais là aussi, il peut y avoir une marge d'erreur. Donc c'est une question qui peut se poser. On va essayer de voir si on est confronté à ce problème-là. Et ce que l'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de regarder pour chaque colonne dans data.columns, c'est-à-dire encore une fois, on va utiliser la propriété columns de data qui va nous permettre de parcourir toutes les colonnes. Et pour chacune des colonnes, on va essayer de voir s'il y a des données manquantes. Alors on va utiliser une chaîne formatée. On va dire de quelle colonne on parle. Donc colonne, c'est la variable de parcours de ma boucle. De quelle colonne on parle. Et on va essayer de voir si la data de la colonne est nulle. Donc là, on a la fonction qui existe, isNull. Ok. Donc ça va nous dire si combien de... Enfin, ça va nous dire à chaque fois que la donnée dans la colonne est nulle. Et ce qu'on va faire aussi, nous, c'est la somme du nombre de fois où on a trouvé quelque chose de nul dans une colonne. Ça veut dire que l'information était absente. Je vais lancer ça, et vous voyez en fait que mon modèle, il est plutôt bien foutu, c'est-à-dire que chacune des colonnes a effectivement, pour chacune des lignes, une valeur. Dans la classe, par exemple, j'ai 0 ligne concernée par une valeur nulle. CapShape non plus, et si je regarde toutes les colonnes, je m'aperçois que j'ai vraiment 0 valeur nulle dans chacune des éléments. Alors pourquoi ça peut être embêtant aussi? Eh bien tout simplement parce que, comme ces valeurs, l'outil informatique va essayer de faire des calculs avec ou va essayer de les évaluer. Si jamais vous retombez sur une valeur nulle, vous pouvez provoquer une erreur. Il va vous dire vous essayez de comparer nul avec quelque chose, ou vous essayez de prendre la valeur de nul. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, mais par exemple, j'essaie de faire un test et un des deux opérandés à nul, eh bien ça va me poser problème dans la suite des opérations. Donc, on va avoir ce genre de problème. Et là, comme je ne veux pas avoir ce genre de problème, il faut d'abord que je vérifie si j'ai pas d'enregistrement nul. Là, j'en ai pas, donc j'ai pas de problème. Je peux continuer à faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire construire mon modèle. Ok. Alors on a un autre petit problème. Décidément, ce modèle est rempli de problèmes que nous avons à gérer, mais c'est plutôt intéressant puisque ça va nous permettre en fait de passer par toutes les étapes dont nous avons besoin. La prochaine étape, c'est de rendre les données exploitables. Alors, qu'est-ce que je veux dire par exploitable? Exploitable, ça veut tout simplement dire que l'ordinateur sait avant tout manipuler des chiffres. Et nous l'avons vu, dans ce modèle-là, en fait, on n'a pas des chiffres, on a beaucoup de lettres qui correspondent aux différentes caractéristiques de mon champignon. J'ai des lettres. Et le modèle de scikit-learn va avoir un problème là-dessus, puisque je n'ai pas de chiffres, et comme il ne sait manipuler que des chiffres, on va avoir des soucis. Alors heureusement, j'ai la possibilité, grâce à sklearn, de pouvoir encoder, c'est-à-dire transformer les lettres en chiffres. Mais là aussi, on va voir qu'il y a plusieurs méthodes, et on va essayer de bien comprendre pourquoi on fait les choses de cette façon-là. Alors pour transformer, je vais déjà m'intéresser à la colonne classe qui contient des P et des E pour les transformer en fait en des classes numériques. Pour ça, je vais prendre donc sklearn et je vais utiliser quelque chose qui s'appelle preprocessing, et comme son nom l'indique, c'est tout simplement preprocessing, c'est ce qui va se passer avant le traitement, donc c'est du pré-traitement. Ça va être en fait du formatage, si vous voulez, tout ce qui est formatage va se retrouver dans preprocessing. Je vais importer quelque chose qui s'appelle label encodeur, donc c'est-à-dire qui va
encoder mes différents labels. Je vais donc déclarer une variable de type label encodeur, voilà, qui est un objet qui va me permettre d'utiliser justement cette fonctionnalité pour encoder les labels. Je vais utiliser data class. Donc class, je vous le rappelle, la colonne class dans data, c'est la colonne qui reprend les catégories de mon champignon, P et E. Et data class, je vais dire tout simplement que je vais encoder, donc je vais faire un fit transform, je vais à la fois alimenter mon encodeur et je vais transformer ce que je reçois avec data class. En gros, je vais lui donner la colonne qui contient des P et des E, et moi ce que je veux en sortie, c'est une colonne qui ne contient plus que des données numériques. Ok, on essaye, on récupère le head de data, donc les premières lignes, et on regarde si tout fonctionne correctement. Ok, donc vous voyez que dans ma classe, maintenant, j'ai plus des P et des E, j'ai simplement des 0 et des 1. Donc 1, 0, 0, 1, 0. Si je reprends mon fichier de base, où j'avais... Alors il est où? Là. P, E, E, P, E, ben je m'aperçois en fait que tous les P ont été remplacés par des 1 et des E par des 0. Alors on se dit, c'est complètement anodin, c'est vrai, mais les modèles scikit-learn ne peuvent fonctionner que si les catégories en sortie sont numériques. Donc là, vous voyez qu'avec cette petite fonction, j'ai pu transformer directement les valeurs en numérique. Ok, ça marche. Deuxième possibilité, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je me suis occupé de la classe, par contre, je ne me suis pas du tout occupé des shapes. Par exemple, je ne me suis pas du tout occupé des formes, en fait, de mon champignon. Alors, je pourrais me dire, bah, tout simplement, je vais prendre mon label encodeur et je vais transformer de la même manière mes paramètres. Alors là, en fait, on va se heurter à un petit problème. Pourquoi? On va essayer de l'expliquer. Pour les shapes de mes champignons, j'ai un B, des C, des X, des F, des K et des S. Ok. Je vais donc prendre un Excel, petit fichier Excel, voilà. Et l'idée, dans mon Excel, c'est tout simplement de dire, bah voilà, si j'ai un B, un C, un X, un F, un K et un S, pour toutes les formes, eh bien, c'est pas très compliqué, j'ai juste en fait à y associer des chiffres, et j'aurai quelque chose de numérique que l'ordinateur pourra traiter. Oui, mais en fait, je peux pas faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où je transforme en chiffres les différents éléments, eh bien je véhicule une autre information. Ces chiffres, en fait, ils sont plus ou moins proches les uns des autres. Ça veut dire que le 1, il est proche de 0 à une distance de 1, il y a une différence de 1 entre 1 et 0, mais il y a une différence de 5 entre 5 et 0. Et ça voudrait dire, si je prends les lettres associées, ça voudrait dire qu'il y a plus de différence entre un champignon de forme B et un champignon de forme S, qu'un champignon de forme C et un champignon de forme B. Et ça, c'est pas le cas en fait. C'est juste des formes différentes. Il n'y a pas une forme qui est plus proche d'une autre forme qu'une troisième. Hein. C'est juste, en fait, je veux pas retrouver en fait ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui va être fait ici pour qu'on n'arrive pas à ce genre de choses? Eh bien, tout simplement, on va, au lieu d'utiliser cette conversion que l'on va faire ici, on va juste en fait dire, on va créer un cap shape et on va l'appeler est-ce que mon champignon est de type shape B? Alors j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il est de shape B? Est-ce qu'il est de shape C? Est-ce qu'il est de shape X? Est-ce qu'il est de shape F? Est-ce qu'il est de shape K? Et est-ce qu'il est de shape S? Et en fait, ici, je vais à chaque fois mettre en face un booléen, donc un 0 ou un 1. Est-ce qu'il l'est ou pas? Donc, s'il est de type B, eh bien, je vais dire qu'il est de type B, ok, mais donc il n'est pas d'un autre type. S'il est de type F, pareil, je vais mettre un vrai dans F, et il n'est pas des autres types. Alors, effectivement, ça veut dire que chacune des colonnes va être dupliquée autant de fois qu'il y a de critères différents dans cette colonne. Mais c'est la seule façon en fait de procéder pour ne pas que
l'ordinateur comprenne qu'il y a des proximités en fait entre les différentes formes. Voilà. Donc ça c'était pour expliquer ce que nous allons générer. Je vais donc reprendre ici mon Jupiter, et je vais donc utiliser cette fois-ci pas un label encodeur, puisque effectivement on risquerait de générer quelque chose de faux. Je vais utiliser quelque chose qui vient maintenant de Panda, et je vais appeler ça encoded data, donc les datas encodées, et je vais utiliser donc Panda, et dans Panda, il y a quelque chose qui s'appelle, une fonction qui s'appelle getDomNies, ce que je peux appeler directement sur mes données data. Alors pareil, hein, toutes ces fonctions sont documentées. Si jamais vous avez besoin de savoir comment marche getDomNies, voilà, vous avez la documentation de Panda qui vous dit que getDomNies, c'est chaque variable va être convertie en 0 et 1, enfin entre variables qui va contenir 0 et 1, et donc en fait on aura plusieurs colonnes pour le critère mis en place. Et donc on vous explique en fait tout ce que l'on peut utiliser comme critère de données. Alors moi je vais faire quelque chose d'assez simple, hein, je vais utiliser vraiment l'utilisation standard de getDomNies. Je vais lui passer data, et je vais récupérer encoded data. Alors juste, si je fais sur data, je vais récupérer normalement tout. Moi j'avais déjà normalement fait la séparation entre cible et données. Hein. Donc je ne vais pas lancer sur tous les data parce que dans data j'aurai tout. Je vais lancer sur données qui contient toutes les données, c'est-à-dire toutes les informations de data, sauf la cible, sauf Poisonous. Hein. Donc je lance ça, et je voudrais aussi voir, toujours, hein, c'est toujours une bonne idée de vérifier à chaque étape où on en est, je vais vérifier ce que j'ai dans data. Ou est-ce que je le fais en data? Ah, bah non, je peux le faire sur data, c'est vrai. Je peux le faire sur data puisque ici, classe est déjà numérique, bah, je peux continuer à le faire sur data. C'est vrai, ça ne changera rien. Et donc, en fait, vous voyez que là, il m'a créé CapShape B, CapShape C, CapShape F, CapShape K, CapShape S, et ainsi de suite. Et à chaque fois, il m'a dit mon champignon, de quel shape il est. Donc, vous voyez que mon premier champignon, il est de type X. Mon deuxième champignon, il est de type X. Mon troisième champignon, il est de type B, mon quatrième champignon est de type X, et ainsi de suite. Et donc l'information, elle a bien été recodifiée. Il y a des true et des false, mais vous savez que quand je parle en booléen, derrière, la représentation, c'est souvent un entier, hein, c'est 0 ou 1 finalement. Vrai, c'est 1, 0, c'est faux. Et donc en fait, la transcodification a bien été correctement faite, et je n'ai pas de notion de proximité entre des formes, comme je pourrais l'avoir si je l'avais simplement fait une codification vers du numérique. Ok, donc maintenant tout est sous la bonne forme, et j'ai donc mes données qui sont en place. Ça marche. Ça j'en ai pas besoin. Ok. Alors maintenant, eh bien puisque j'ai tout vérifié, je vais pouvoir mettre enfin en place mon modèle. Alors le modèle que j'ai besoin de mettre en place, ça va être un modèle à base de classification, puisque le but ça va être de classifier le champignon dans la bonne catégorie. Donc je vais chercher dans sklearn, dans les modèles, je vais utiliser... la première étape consiste à séparer les données de l'entraînement. Oui, c'est vrai, j'ai oublié une petite info. Si je commence à créer le modèle maintenant avec toutes les données, eh bien je n'aurai plus de données pour tester mon modèle, pour le valider. Donc la première étape, c'est déjà effectivement, avec toutes les données que j'ai, c'est d'en prendre une partie, les isoler, pour qu'elles puissent me servir de données de test. Parce que sinon, si je teste avec des données qui ont déjà servi à construire le modèle, eh bien en fait je ne suis pas sûr que mon modèle fonctionne. Si ça se trouve, il va juste en fait me dire « Ah bah oui, mais ça, ce champignon, je l'ai déjà rencontré », et en fait, le résultat, c'est ça. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est l'entraîner avec certains champignons et le tester avec d'autres champignons, pour bien voir si le modèle fonctionne. Donc la première chose que j'ai à faire, c'est qu'il faut effectivement que je crée des données de test, et pour ça, je vais avoir besoin d'une fonction que l'on a déjà vue dans les algorithmes de machine learning, qui est train-test-split, qui est en fait une fonction qui va me permettre de diviser les données en données d'entraînement pour le modèle et données de test pour le modèle. Ok.
Donc je vais d'abord créer ma cible. Donc ma cible va récupérer les données. Elle va récupérer la colonne classe qui contient maintenant des 0 et des 1 pour savoir si le champignon est comestible ou pas. Je vais en récupérer les valeurs et je vais faire un reshape, puisque ce reshape va me permettre en fait de l'avoir à la bonne forme pour pouvoir l'exploiter en fait avec les algorithmes de machine learning. À côté de ça, je vais récupérer comment je l'ai appelé, mes data encodées, qui contiennent maintenant plus les données d'origine, mais des colonnes qui contiennent vrai ou faux selon les caractéristiques de mon champignon. Là-dedans, je vais dropper la colonne classe, parce que je ne veux plus avoir la cible là-dedans. Je drop la colonne classe, toujours sur l'axis 1, qui dit en fait que je vais supprimer la colonne classe, qui est une colonne, et pas une ligne. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser ma fonction train-test-split, et la fonction train-test-split, elle va me donner quoi? Elle va me donner des données d'entraînement. Donc je vais l'appeler ça xtrain. Elle va me donner des données de test. Elle va me donner des cibles d'entraînement. Et elle va me donner des cibles de test. Voilà. Et à chaque fois, en fait, le xtrain, chaque ligne correspond à une ligne de ytrain qui va me dire justement, j'aurai une liste de champignons et j'aurai la catégorie dans laquelle il se trouve. Ok. Je vais lancer la fonction train test split à laquelle je dois donner les données, les cibles. Je dois dire en fait quel est l'échantillon que je veux utiliser pour mes tests. Donc c'est le test size. Alors je vais dire je vais prendre 20%, donc 0,2. Ok. Et je vais utiliser le random state. Ça c'est quelque chose dont on avait déjà vu. Le random state, c'est tout simplement un paramètre qui vous permet de fixer le générateur aléatoire. Encore une fois, c'est intéressant quand vous relancez plusieurs fois en fait la création d'un modèle au début pour voir s'il fonctionne. Si vous voulez toujours retomber sur le même modèle, puisque derrière en fait la création, la division par exemple des lignes, eh bien, il y a une forme d'aléatoire, il y a un générateur aléatoire. Mais en phase de test, en fait, l'aléatoire c'est un peu embêtant. Parce que quand vous relancez deux fois le programme, si vous avez de l'aléatoire, vous avez des résultats différents. Donc en phase de test, vous pouvez dire, voilà, je vais fixer le générateur aléatoire pour que si jamais je dois relancer 2 ou 3 fois le même traitement, il me donne en fait 2 ou 3 fois les mêmes valeurs. Et ça va aider en fait à valider notre modèle. Donc j'ai divisé mes données, et je me retrouve donc avec des données d'entraînement et des données de test. Ok. Donc maintenant, on va vraiment créer le modèle et on va se servir, pour créer le modèle, on va l'entraîner avec les données d'entraînement, donc les xtrain, ytrain, qui sont les données d'entraînement. Si je prends xtrain, par exemple, et que je l'affiche, voilà, vous voyez que j'ai une liste de champignons. Alors j'en ai 6499, et si je regarde le ytrain, et bien pour ces 6499 champignons, je sais s'ils sont comestibles ou pas. Voilà. Donc ça, c'est les données sur lesquelles je vais bâtir mon modèle. Ok. Alors je vais utiliser un algorithme que l'on avait déjà vu avec les iris. Je vais utiliser un modèle linéaire. Et l'algorithme que je vais utiliser, c'est l'algorithme de régression logistique. Logistic Regression, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est absolument pas un algorithme à base de régression, mais bien un algorithme de classification qui va me permettre en fait de mettre les champignons dans la bonne catégorie. Je vais donc déclarer une variable qui va contenir l'objet de mon algorithme de Logistic Regression. Voilà. Puis cet algorithme, je vais l'alimenter, le nourrir avec la fonction fit. Je vais le nourrir avec les données d'entraînement, donc les xtrain, et je vais le donner avec les ytrain. Alors le ytrain, on a vu que c'était un tableau de tableaux. Donc là, je suis obligé en fait de utiliser la fonction ravel qui va le transformer en un tableau simple parce que c'est ce que demande la fonction fit. Donc ça aussi, c'est quelque chose en machine learning que vous aurez souvent à faire, retransformer la structure de données dans la structure qui est exactement demandée par la fonction. Ok.
Maintenant que j'ai entraîné mon modèle, en gros, je lui ai montré des champignons, je lui ai dit, voilà, j'ai un champignon rouge avec des pois blancs, avec des lamelles machin comme ça, celui-là, il est mangeable. Ensuite, j'en ai un jaune avec une forme en cloche, avec un machin, celui-là, il n'est pas mangeable. Ensuite, j'en ai un troisième, et ainsi de suite, voilà, et je lui ai présenté 6499 champignons, avec les caractéristiques, et ils sont comestibles ou non comestibles. Ok. À partir de là, eh bien, je vais maintenant lui donner, puisque je l'ai entraîné avec les trains, je vais en fait le tester, c'est-à-dire que je vais lui donner des champignons test, c'est-à-dire des champignons qu'il n'a jamais vus, puisque je les ai extraits avant, et je vais lui demander, dis-moi si, à ton avis, ces champignons, ils sont comestibles ou pas. Et moi, ensuite, je vais juste comparer avec le Y-test. Moi, je sais si ces champignons que je lui présente, ils sont comestibles ou pas. Mais je vais essayer de voir si lui arrive à me le prédire, en fonction de, voilà, de la forme, de la couleur, machin et tout. Et moi, je vais donc ensuite comparer ce qu'il me donne avec ce que je sais, et essayer de voir si mon modèle fonctionne correctement. Alors, je vais lui dire, voilà, je vais créer une fonction YProbe, et je vais lui dire, voilà, maintenant que tu connais 6499 champignons, eh bien, fais-moi une prédiction, donc je vais faire un predict proba, fais-moi une prédiction sur les champignons que tu ne connais pas encore, ceux que j'ai mis de côté pour le test. Ok. Alors, je vais afficher YProba pour voir ce qu'il y a dedans. YProbe. Ouais. Hop. Ok, donc on s'aperçoit que c'est un tableau de tableaux. Ouais. Ok. Et donc, en fait, comme il y a deux classes en sortie, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va me dire, tout simplement, quelle est la probabilité pour que chaque champignon soit comestible, et quelle est la probabilité pour que chaque champignon soit non comestible. Alors, je crois que on avait dit que empoisonné, c'était 1, et eatable, c'était 0. Donc, le premier champignon que je lui ai présenté, pour lui, il a une probabilité de 9,99 10-1, donc ça veut dire 0,999 chances d'être mangeable, et il en a 1 fois 10 puissance moins 5, dans 0,0000125 chances d'être empoisonné. Voilà, donc il va vous donner ça sous forme de probabilité. Alors, vous voyez que la probabilité, en fait, la somme des deux probabilités fait toujours 1. Donc en fait, j'ai pas besoin des deux probabilités. Je vais en garder qu'une seule. J'ai pas besoin, puisque si je fais le cumul des deux, je vais chaque fois avoir 1. Donc je vais en garder qu'une seule, et donc je vais lui dire, voilà, tu m'en vires une des deux, et je vais en garder qu'une seule. Voilà. Ok. Donc cette fois-ci, maintenant, je n'ai plus qu'un tableau avec une seule probabilité, et c'est la probabilité 1 que j'ai gardée, donc c'est la... Alors, je sais plus... ça c'est un peu, j'aurais dû me le noter quelque part. Alors, le premier, il est empoisonné, et quand je le convertis, il est 1. Donc ok, donc empoisonné c'est 1. Donc là, on a la probabilité qu'il est empoisonné. Ok, alors le premier, 10 puissance moins 5, machin et tout. Ok. Alors là, j'ai des probabilités, donc j'ai des valeurs numériques. Maintenant, ce que je peux faire, c'est créer, en fait, une séparation entre ces probabilités-là. En fait, je vais dire que si une probabilité, elle est toujours donnée entre 0 et 1. Donc je vais dire que tout ce qui est plus grand que 0,5, c'est plus proche de 1, et tout ce qui est en dessous de 0,5, c'est plus proche de 0. Ok. Alors là, j'ai vraiment séparé en deux. Alors c'est pas toujours le choix que l'on va faire. Pourquoi ? Eh bien, on pourrait imaginer, par exemple, que dans le cas des champignons, manger un champignon vénéneux, c'est plutôt grave. Et donc on va dire, si jamais je veux rejeter tous les champignons vénéneux et que peut-être je vais rejeter aussi des champignons peut-être bons, eh bien au lieu de mettre cette barre à 0,5, je peux peut-être la décaler soit vers le haut, soit vers le bas. De dire, voilà, je vais être un petit peu plus restrictif, je vais jeter des champignons, je vais peut-être jeter des champignons qui sont bons, mais au moins je suis sûr que je jetterai tous les vénéneux. Voilà. Et donc je ne vais pas juste m'attarder à une probabilité. Je ne m'attends pas à avoir juste 50% de chance que le champignon soit bon. Moi, je veux qu'il soit au moins à 90% de chance qu'il soit bon. Mais bon, là, pour cet exemple, on va juste garder 50% pour voir comment ça marche. Derrière, on ne va pas consommer de champignons, donc pour l'instant, on risque rien.
Donc je vais donc créer ma prédiction, ypred, et je vais donc dire, je vais utiliser numpy, et je vais donc dire en fait tout simplement avec la fonction where, si la probabilité de mon champignon est supérieure à 0,5, bah, tu vas tout simplement considérer que ça vaut 1, et sinon tu vas considérer que ça vaut 0. Et comme ça, l'idée c'est que en sortie, dans ypred, eh bien, je n'aurai plus que des 0 et des 1. Voilà. Et donc ça veut dire que mon premier champignon, normalement, il est mangeable, dans l'autre, il est pas mangeable, et ainsi de suite. Et donc si jamais je veux être plus restrictif, si je veux savoir, par exemple, si je veux être sûr qu'il n'est pas empoisonné, je peux lui dire, par exemple, je veux par exemple avoir 80, au lieu d'avoir les 0,5 ici, je veux vraiment avoir 95% de chance qu'il ne soit pas empoisonné. Ok. Donc on va garder le modèle comme ça, et donc maintenant on a un tableau ypred qui contient des 0 et des 1, et qui me dit pour chacun des champignons testés, si il a été, s'il est empoisonné ou non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici j'ai la prédiction de ce qui a été fait, et si je prends le ytest va me donner en fait un tableau qui contient aussi des 0 et des 1, et qui va me donner en fait la vraie cible de chacun des champignons. Celui-là a été prédit par mon modèle, et le ytest, lui, eh bien c'est les données observées qui viennent de mon fichier CSV. Et donc ça va me permettre de dire est-ce que mon modèle il a bien prédit ce qu'il y avait dans mon fichier, c'est-à-dire l'état correct des champignons. C'est la dernière étape que nous allons faire, c'est comparer ces deux éléments ensemble. Alors je pourrais faire une boucle pour simplement voir si au i en fait on a bien en fait si pour chaque i on a bien au même rang i on a à chaque fois les mêmes données, et je pourrais calculer les pourcentages. Alors sklearn en fait me propose déjà des outils, dont un que l'on avait déjà vu, qui est la matrice de confusion. Et la matrice de confusion, elle va me permettre de dire, de faire la différence en fait entre les observations et les prédictions. Là aussi, donc je vais reprendre mon sklearn, et cette fois-ci je vais utiliser la partie metrics qui me permet d'avoir des valeurs, qui me permet de tester plein de choses, et qui me permet de voir si mon modèle est fiable. Et là je vais importer quelque chose qui s'appelle confusion matrix. Voilà. Et je vais lancer donc ma fonction confusion. Je vais donc utiliser confusion matrix, qui est une fonction, et qui va donc comparer mes données de test, celles que j'avais isolées au début pour pouvoir tester, et je vais les confronter aux prédictions du modèle. Voilà. Et ensuite, je vais simplement afficher la matrice de confusion. Alors comment se lit la matrice de confusion? Eh bien tout simplement, les lignes, elles correspondent aux valeurs observées. Ok. Donc ça veut dire que la première ligne, voilà, elle dit que j'ai observé... donc là c'est les valeurs observées. Alors je vais le refaire pour que ce soit plus clair. Voilà. On a donc une matrice qui contient 843, on en a une qui contient 0, 782, et une qui contient 0. Ici, ce sont les observations. Ok. Et les colonnes contiennent les valeurs prédites. Donc ici, on a les prédictions. Ok. Alors, comment est-ce qu'on lit... Bon, je vais les mettre en pluriel aussi. Comment est-ce qu'on lit la matrice de confusion? Eh bien, tout simplement, cette matrice de confusion nous dit que ici, on a les eatable et les poisonous insérés. Et ici, on a aussi les eatable et les poisonous en ligne. L'idée, ça veut tout simplement dire que pour les observations, si on prend l'intersection, ça veut tout simplement dire que 843 champignons qui ont été testés ont été observés comme étant des champignons comestibles et ont été trouvés comme et ont été prédits comestibles également. Et vous voyez aussi que l'intersection qui est ici dit donc que sur cette liste de champignons, 782 champignons ont été observés comme comestibles
et ont été prédits aussi comme comestibles par le modèle. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est que ces deux valeurs ici sont à 0, et donc ça veut dire que le modèle fonctionne à 100%. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces deux valeurs? Eh bien, la première veut tout simplement dire que c'est le nombre de champignons qui ont été observés en tant que comestibles, mais qui ont été prédits en tant que empoisonnés. Ok, il y en a 0. Et la deuxième ligne, eh bien tout simplement, c'est les champignons qui ont été observés comme empoisonnés et qui ont été prédits comme comestibles. Alors vous voyez que même dans ce modèle-là, ces deux zones en fait n'ont pas le même degré de danger. C'est-à-dire que cette zone-là, elle est plus dangereuse que l'autre. Parce que ça veut dire que un champignon empoisonné a été donné par le modèle comme comestible. Alors que cette zone-là, elle dit qu'un champignon comestible a été donné par le modèle comme empoisonné. Donc c'est un champignon comestible que vous auriez jeté. Mais donc, vous ne risquez rien. Là, par contre, eh bien, vous risquez de manger un champignon empoisonné. Donc c'est intéressant de comprendre un petit peu cette notion de matrice aussi, et c'est quelque chose de très visuel. Quand on est habitué à la lire, cette matrice, on comprend très rapidement, en fait, où sont les différents éléments. Alors cette matrice ici, on est sur seulement 2 catégories de classification. On pourrait en avoir plus que 2, et donc tout simplement, on aurait, à la place d'avoir une matrice de 2, on aurait une matrice 3-3, 4-4. C'est toujours une matrice carrée, de l'ordre, en fait, du nombre de paramètres que vous avez dans la cible. Voilà, donc on a créé un bon modèle qui nous permet maintenant de venir avec un champignon, un nouveau champignon qui a des nouveaux paramètres, et ce modèle va nous permettre de savoir si on peut lui faire confiance, si on peut le manger, ou s'il vaut mieux en fait s'abstenir si jamais on ne veut pas se retrouver avec un lavage d'estomac. Comme nous venons de le voir, nous avons cette fois-ci traité un exemple complet. Nous avons récupéré un fichier CSV contenant les données, nous l'avons analysé. N'étant pas des spécialistes des champignons, en fait, nous n'avions pas d'hypothèse préconçue. Je ne savais pas forcément qu'est-ce qui donnait, en fait, quelles étaient les caractéristiques d'un champignon comestible et d'un champignon qui ne l'était pas. Et nous avons petit à petit, avec notre cheminement, essayé de comprendre nos données. D'abord, nous avons essayé de tracer des graphes un petit peu au hasard, ou avec tous les paramètres, essayer de voir s'il y avait vraiment un paramètre déterminant dans la cible que nous essayons de mettre en place. Et puis, petit à petit, nous avons essayé de faire en sorte de monter notre modèle. Nous avons d'abord réarrangé nos données, puisqu'elles n'étaient pas sous la bonne forme. Donc là, nous avons vu qu'il y a énormément de procédures, que ce soit dans Panda, dans NumPy ou même dans Scikit-learn, qui nous permettent ce que l'on appelle de faire du pré-processing, c'est-à-dire du pré-traitement, et qui nous permettent d'avoir vraiment les données sous la forme voulue dans Scikit-learn pour pouvoir monter notre modèle. Donc c'est tout un travail en amont qu'il ne faut absolument pas négliger, parce que si jamais on néglige ce travail, eh bien on va se rendre compte que l'on va reposer notre modèle sur des données non fiables. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et qu'il faut faire avec sérieux, puisqu'encore une fois, la fiabilité du modèle dépend en fait de la fiabilité des données sur lesquelles il repose. Enfin, une fois que les données étaient sous la bonne forme, nous avons monté notre modèle. Nous l'avons testé avec des valeurs de test qui, très important, j'y reviens encore une fois, ne sont pas des valeurs qui ont servi pour l'entraînement, ce sont des autres champignons. On a divisé les champignons en 2 groupes, et on a bien testé avec des champignons qui étaient inconnus pour l'instant du modèle. Sinon, on aurait pu tout simplement dire que le modèle, ayant déjà rencontré le champignon, en fait, c'est facile de dire s'il est comestible ou pas, puisque on me l'a présenté exactement sous cette forme. Bon, et puis à la fin, on a analysé nos résultats avec la matrice de confusion qui nous donne de façon très graphique, qui nous montre en fait les points de concordance entre les prédictions et les observations, et les points de divergence également. Et ces points de divergence, si on comprend bien comment est construite la matrice, on arrive aussi à voir si ces points de divergence sont graves, c'est-à-dire est-ce qu'on a dit qu'un champignon pouvait être comestible alors qu'il ne l'était pas, d'un cas moins grave où on a dit par exemple qu'un champignon n'était pas comestible alors qu'il l'était. Dans un cas, on risque une indigestion, dans l'autre, en fait, on ne risque rien, on a juste jeté à la poubelle un champignon que l'on aurait très bien pu manger. Et donc on voit aussi que les conséquences ne sont pas les mêmes. L'interprétation des résultats est donc quelque chose de très important à prendre en compte également, et ça va nous donner
Tout le cheminement sur les données nous a donné justement cette compétence de comprendre beaucoup mieux les données sur lesquelles nous travaillons et d'avoir des conclusions beaucoup plus fiables, aidées par notre modèle qui a été fait en scikit-learn. Voilà encore un exemple très concret de ce que peut faire le machine learning et l'apprentissage en fait de l'ordinateur pour lui montrer un cas très concret. Et l'ordinateur maintenant nous sert à trier les champignons.